Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La fonction sociale des délits de vagabondage et de mendicité dans le Code pénal de 1810. Dans une démocratie, il n'est pas de problème plus pressant que celui du vagabondage et de la mendicité, parce que sa solution correspond à deux grandes idées, le besoin de sécurité et le devoir de solidarité. Dreyfus F. cité par Bernat dans Vagabondage et mendicité. Législation actuelle et projet de réforme. Thèse pour le doctorat ès sciences juridiques, Montpellier 1910. L'ambition du Code pénal moderne, la formulation collective du bien et du mal. Outil du bien public, le Code pénal se veut exhaustif. Il doit prévoir l'ensemble des comportements nuisibles au bien collectif, selon les normes en vigueur du moment, et proposer la peine adéquate en fonction de l'importance du préjudice. Chaque délinquant est puni parce qu'il bafoue une ou plusieurs normes, du latin norma equer, qui fixent les conduites individuelles et collectives acceptables dans une société, c'est-à-dire les manières d'agir, de penser et de sentir, d'après Durkheim. Cette distinction entre ce qui doit se faire ou pas traduit les comportements que chaque société considère comme bons ou nocifs à sa propre perpétuation. Tout contrevenant contracte une dette sociale et s'expose à réparation en rapport avec la gravité de la menace constituée. Il est classique de distinguer trois sortes de normes, les simples usages, manières de s'habiller, règles de politesse, etc., les mœurs qui représentent les impératifs moraux et le droit qui repose sur une codification explicite contrairement aux deux autres. En matière pénale, l'État, en s'imposant comme seule autorité habilitée à mesurer et à appliquer la sanction, s'interpose entre les délinquants et leurs victimes pour rétablir l'équilibre mis en péril par l'existence de l'acte dangereux et à ce titre illicite. La loi, en déterminant les préjudices et leur gravité, permet ainsi de repérer les normes explicites en vigueur à travers les délits constitués, et la représentation de leur importance à garantir l'équilibre du groupe social à travers la lourdeur de la peine retenue. De ce fait, une anthropologie juridique permet de déterminer objectivement les représentations collectives susceptibles de menacer la subsistance d'un groupe donné, et de mesurer l'importance du péril à les bafouer à travers le coût imposé aux contrevenants. Finalement, l'anthropologie juridique consacrée aux mendiants et aux vagabonds est avant tout une anthropologie sociétale du bien et du mal, qui saisit les relations complexes d'une collectivité qui cherche à se protéger d'individus se distinguant de par leur inscription sociale considérée comme déviante. Le Code de 1810 est composé de 4 parties. 1. Livre 1, des peines en matière criminelle et correctionnelle. 2. Livre 2, des personnes punissables, excusables ou responsables pour crime ou pour délit. 3. Livre 3, des crimes, des délits et de leur punition. 4. Livre 4, contraventions de police et peines. Une simple consultation d'une version assez récente, avant sa réforme en 1992, indique qu'il s'agit d'un texte législatif en perpétuelle évolution. Il est impressionnant de constater que le Code pénal a connu depuis 1810 plus de 650 modifications législatives pendant ses 182 années d'application par des lois, des décrets, des arrêtés, des ordonnances ou encore des décrets-lois. Il faut aussi ajouter la jurisprudence qui représente l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux, mais qui ne constitue dans notre système pénal qu'une source secondaire du droit. Cette caractéristique fonde le principe de notre système dit civil en opposition avec les systèmes de common law, dans lesquels la jurisprudence des cours supérieures s'impose aux inférieures. Dans notre fonctionnement judiciaire, la référence au texte législatif est indispensable. Un jugement ou un arrêt ne détermine donc pas le débat de façon définitive, mais leur étude permet de déterminer une tendance à un moment donné. Cette spécificité accentue le pouvoir symbolique du législateur et renforce la fonction symbolique régulatrice de notre Parlement. Pour autant, comme ce texte a conservé une forme générale stable. Les articles spécifiques consacrés aux vagabonds et aux mendiants. Dans le Code de 1810, les délits de vagabondage et de mendicité prennent leur place dans le livre 3, Crimes et délits, chapitre 4, Crimes et délits contre la paix publique, et section V, Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité, et dans 3 chapitres distincts.
Le délit de vagabondage est traité entre les articles 269 et 273. Celui de la mendicité entre les articles 273 et 276. Enfin, les articles 277 à 282 traitent des dispositions communes aux deux délits. Dans le tableau qui suit, les articles en italique ont été abrogés avant 1992. Tableau 1. Le délit de vagabondage dans l'ancien code pénal. Tableau 2. Le délit de mendicité dans l'ancien code pénal. Tableau 3. Dispositions communes aux vagabonds et mendiants dans l'ancien code pénal. Des pratiques déviantes qui représentent une menace pour la paix publique. En situant le vagabondage et la mendicité dans les crimes et délits contre la paix publique, le législateur de 1810 énonce la nature de la dangerosité sociale de ces comportements. Il ne s'agit pas d'une menace qui pèse sur les individus directement, mais bien sur l'ensemble du corps social. Le préjudice étant contre la paix publique, c'est l'État qui est symboliquement la victime. En conséquence, les individus qui s'y adonnent sont punis pour cette atteinte, selon les articles 269 à 273 pour le vagabondage et de 274 à 276 pour la mendicité. Dans un second temps, si un individu qui mendie ou qui vagabonde porte préjudice à un individu, de manière supplémentaire, la peine qui lui est attribuée pour l'atteinte initiale constituée au corps social est alourdie par l'atteinte aux personnes, article commun de 277 à 282. En réunissant ces deux délits avec celui qui consiste à organiser une association de malfaiteurs, le législateur donne une indication supplémentaire. Si ces derniers sont répréhensibles, c'est avant tout parce qu'ils augurent d'un danger plus grand. Selon le Code de 1810, l'association de malfaiteurs est une entente établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés. Il ne s'agit pas de punir un crime, mais de punir l'assemblée qui l'a préparé. Le simple but de se réunir pour envisager et planifier un tel délit est répréhensible en soi. Le fait d'unir l'association de malfaiteurs, le vagabondage et la mendicité dans la même section n'est pas anodin. Cela traduit dans l'esprit du législateur de l'époque le danger que de tels modes de vie laissent présager. L'esprit de ce texte est donc de réprimer préventivement une inscription sociale non normative qui témoigne de l'appartenance à la pauvreté dangereuse. Ces articles représentent un socle législatif tout-terrain qui permet de punir aisément un pauvre de passage indésirable, vagabondage, ou un autochtone démuni, mendicité, et plus généralement, tout indigent suspect dont les charges insuffisamment caractérisées ne permettraient pas une incarcération. Caractérisation, différenciation et aggravation d'un danger collectif. Comment caractériser les délits de vagabondage et de mendicité ? Si le vagabondage est clairement défini comme un délit, art. 269, il n'est pourtant pas caractérisé. En quoi consiste le vagabondage ? Rien ne le précise. Et de fait, comment cela serait-il possible ? Serait-ce le fait de marcher sans but dans une rue ? De dormir dehors ? De manger dehors ? Rien de tout cela n'est précisé dans les textes. Et pourtant il est affirmé que le vagabondage est un délit. Une lecture des différents articles montre que le Code pénal de 1810 ne condamne pas le vagabondage, mais le vagabond. Il ne s'agit donc pas de sanctionner un acte circonstancié, observé et qualifié, mais une situation sociale, celle d'être sans aveu, qui consiste à ne disposer simultanément d'aucun domicile certain, ni de moyens de subsistance, ni métier ni profession. Art. 270. L'article 271, ajouté en 1832, punit le délinquant de 3 à 6 mois d'emprisonnement. La notion d'individu sans aveu, qui est donc explicitement définie comme un synonyme de vagabond dans l'article 271, est héritée du Moyen Âge. Selon l'article 273, le vagabond est un individu légalement déclaré qui n'est pas rattaché administrativement à une commune ou cautionné par un citoyen solvable. Le vagabondage ne correspondait pas à un acte temporel, mais à l'absence préjudiciable d'une appartenance à un environnement de référence. Après jugement, le vagabond peut être réclamé, moyennant caution, par le conseil municipal de la commune de naissance ou un individu solvable, pour réintégrer son environnement social initial qui est censé répondre de lui.
Un avocat, Jean Lévrier, dans sa thèse de doctorat en sciences juridiques de 1913, précise d'un point de vue technique les conditions légales de ce délit. En ce qui concerne l'habitation, une domiciliation théorique ne suffit pas. Il est nécessaire que la personne vive réellement à l'endroit qu'elle déclare habiter et que cela ne soit pas une simple habitation légale. Par exemple, la Cour de Poitiers a condamné pour vagabondage une femme mariée qui avait quitté son habitation bien que celle-ci constituât malgré tout sa domiciliation légale. Il convient ensuite de déterminer la fixité requise du logement. En 1913, le débat n'est pas encore réglé puisque certains auteurs défendent l'idée que le principal critère à retenir est la présence effective d'habitation, même si ces dernières se repartissent sur diverses communes. D'autres, au contraire, soutiennent qu'il est nécessaire qu'une certaine fixité soit constatée. Finalement, la question est laissée le plus souvent à l'appréciation des tribunaux même si la jurisprudence de 1871 et 1881 tend à exiger une certaine fixité. Il est ensuite nécessaire de s'intéresser à la question des ressources. L'article 278 stipule que tout mendiant ou vagabond qui dispose sur lui d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 1 franc, sans pouvoir en justifier la provenance, doit être puni. La question était alors de savoir si au-delà de la justification, les moyens utilisés devaient être légitimes d'un point de vue moral, à défaut d'être condamnés pénalement. Autrement dit, les tribunaux ont-ils à statuer sur la moralité de l'emploi occupé ? D'après Jean Lévrier, seule l'appropriation illégale de ces effets était répréhensible. Il importe avant tout pour ce dernier de punir la paresse et non la pauvreté, ni l'immoralité. Bien que l'auteur prenne clairement position sur cette question en soutenant que tous les métiers sont à considérer, même ceux qui ne sont pas avouables, d'autres spécialistes pensaient le contraire. Face à l'incertitude des spécialistes de la question, chaque tribunal se trouvait dans l'obligation d'interpréter à sa guise le très équivoque article 278. Ces questions techniques sont centrales car elles concernent explicitement des profils différents de délinquants selon leurs interprétations. L'objectif de ces propositions de réforme était de munir le tribunal de la possibilité de condamner aisément pour vagabondage ceux qui s'adonnent à des activités rémunératrices légales, mais néanmoins condamnés moralement et non plus en fonction d'une interprétation large des textes. L'auteur décrit les débats parlementaires, étendus sur plusieurs années, qui ont tenté de modifier le code pénal en excluant clairement certains moyens de subsistance qui excusaient jusque-là le vagabondage. Voici la proposition proposée par M. Gerville-Réache et discutée le 26 juin 1883 à la Chambre des députés. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain ni moyen de subsistance et qui vivent habituellement sans métier ni profession, ou bien qui tirent profit habituel de jeux illicites ou prohibés sur la voie publique ou de la prostitution sur la voie publique. Après de nombreux débats, cette proposition a été rejetée parce qu'elle aurait limité la liberté d'appréciation du juge, en autorisant par défaut les autres sources immorales ou illégales de revenus. Face à cette crainte, il a été prévu d'introduire la notion de moyens de subsistance avouables. Finalement, toutes les tentatives de modification ont été rejetées. L'enjeu de ces discussions était d'utiliser le délit de vagabondage pour lutter contre le proxénétisme et les jeux d'argent sur la voie publique, qu'aucun autre texte ne punissait encore. Malgré de fortes pressions, les délits de vagabondage et de mendicité n'ont pas été modifiés. Cela montre l'attachement du législateur à la figure du délinquant poursuivi par ces articles qui est resté avant tout, à travers les interprétations du Code pénal, un pauvre paresseux itinérant. La mendicité est plus aisée à caractériser. Pour autant est-elle plus facile à punir ? Dans les faits, ce n'était pas le cas comme en témoignent ces statistiques de la Chancellerie. Tableau 4. Délit de vagabondage et de mendicité de 1826 à 1900. Pour être poursuivi, l'existence de tout acte délictuel doit nécessairement être prouvée par des aveux, un flagrant délit, des témoignages ou par toute preuve directe ou indirecte, même si la jurisprudence permet de condamner suite à un constat d'intention comme par exemple tendre la main ou frapper à une porte. La mendicité qui n'échappe pas à cette règle est de ce fait plus difficile à punir que le délit de vagabondage, dans la mesure où ce dernier se contente de sanctionner une situation sociale chronique facilement objectivable,
absence de domicile, de revenus et de profession. La mendicité requiert de prendre le contrevenant sur le fait. La peine est fixée d'1 mois à 2 ans en fonction du contexte dans lequel se déroule le délit de mendicité. Si aucun dépôt public de mendicité n'existe près du lieu de mendicité, la peine est fixée entre 1 et 3 mois d'emprisonnement art. 274. Si un tel lieu d'assistance existe, la peine est aggravée de 3 à 6 mois art. 275. Dans quelques cas, la mendicité est encore plus lourdement réprimée, entre 6 et 2 ans d'emprisonnement. Si le mendiant est pris sur le fait en dehors du canton de sa résidence, art. 275. S'il use de menaces, art. 276. S'il pénètre sans autorisation chez autrui, idem. S'il simule des maux physiques, idem. S'il mendie en réunion, idem. Il est à noter que la circonstance d'invalidité est reconnue comme une sorte d'état de nécessité, qui autorise la mendicité lorsqu'il n'existe pas de dépôt de mendicité, art. 275, et qu'elle ne s'accompagne ni de violence ni de menaces. L'oisiveté est alors acceptée parce qu'elle ne se nourrit ni de fainéantise, ni de malhonnêteté délibérément choisie. Alors, elle ne constitue pas un vice socialement néfaste à punir. En dehors de ces excuses spécifiques, aucun autre état d'empêchement n'est accepté pour autoriser un individu à recourir à l'assistance, comme pourrait l'être le handicap mental ou social. Cette tolérance contribue également à la plus faible répression de la mendicité par rapport au vagabondage qui n'est en revanche jamais excusé. D'ailleurs, comment serait-il possible de se déplacer en cas d'invalidité ? Les articles communs de 277 à 282 affirment que le fait d'être mendiant ou vagabond est une circonstance aggravante en cas d'autres délits comme l'usage de la violence, du port d'armes, du travestissement, de la pénétration sans autorisation dans des maisons, de la possession de faux passeports ou d'argent à la provenance injustifiée. Dans de tels cas, l'emprisonnement prévu peut atteindre 10 ans, jusqu'aux travaux forcés avant l'abrogation de l'article 280 en 1832. En réunissant ces deux infractions dans des articles communs, le législateur indiquait le lien fort qui unissait le vagabond et le mendiant dans leur conception, comme le rapporte Albert Berne dans sa thèse juridique. Qu'est-ce qu'un vagabond ? Un individu qui manque des 3 choses essentielles à la vie, le logement, la nourriture et le vêtement. Qu'est-ce qu'un mendiant ? C'est un individu qui demande à la charité publique, sans y avoir droit, l'un de ces 3 moyens. Tout vagabond est doublé d'un mendiant, et réciproquement, ou encore qu'un vagabond c'est un mendiant en villégiature. De ce fait, l'auteur regrette la distinction des 2 délits et propose de faire de la mendicité une circonstance aggravante du vagabondage, proposition explicitement formulée dans sa thèse comme nous le verrons, mais néanmoins jamais reprise dans le Code pénal. Au fil de ces articles, il se dessine une figure d'un pauvre dangereux qui non seulement ne respecte pas le triptyque qui forme le contrat social fondamental, domiciliation, ressources et emploi, mais surtout l'assume en entretenant sa situation répréhensible grâce à l'aumône qui lui permet de faire l'économie de l'effort individuel nécessaire à toute vie honorable. Cette sollicitation indue est considérée comme répréhensible, alors que l'échange sollicité est pourtant soumis à la volonté du donneur. Cette absence de préjudice directement observable et caractérisable sur autrui témoigne de la nature du mal sanctionné. Elle est avant tout symbolique et punit le refus de certains à jouer le jeu social imposé à tous et qui repose sur l'effort et le mérite individuel. Ces 2 délits s'attaquent fondamentalement à l'oisiveté qui est rendue plus facile grâce à une désinscription sociale, qui diminue les ressorts habituels d'un contrôle social appliqué aux membres reconnus d'une communauté repérée. Dans cette guerre impitoyable, le délinquant est cerné de toutes parts, puisque son inscription sociale spécifique permet non seulement de le pénaliser, tout comme l'acte temporel qui entretient cet état. Ces 2 délits constituent ainsi une répression totale cohérente, à la fois structurelle et conjoncturelle. Par un décret du 30 décembre 1907, cette répression est spécifiquement confiée à des brigades régionales de police mobile chargées de lutter contre ce fléau. Des délits qui ont fait débat. Le débat concernant la dépénalisation de ces 2 délits s'est déroulé dans l'indifférence totale. Cela dit, le désintérêt de ces questions est antérieur aux années 1990,
comme en témoigne la consultation des thèses juridiques. Si 19 thèses ont été consacrées au vagabondage et à la mendicité entre 1881 et 1938, aucune n'a été menée après cette date dans cette discipline. Une recherche bibliographique complémentaire basée sur d'autres items contemporains, tels que sans-abri, SDF ou encore clochard, ne fournit pas davantage de résultats. 1938 semble marquer la fin de l'intérêt que les juristes ont porté à ceux qui errent et sollicitent l'aumône publique ou privée. Pourtant, l'intérêt était important à cette époque et bien au-delà des thèses, comme en témoigne la synthèse proposée par Albert Berne qui décrit la nature du débat juridique concernant les vagabonds et les mendiants, de la fin du XIXe jusqu'au début du XXe siècle. Ce faisant, il dresse la liste et le contenu des nombreuses initiatives publiques ou privées qui proposent une réforme de cette question qui concentrait à cette époque beaucoup d'attention, d'avis, de propositions et de débats. Dès juin 1877, le Conseil supérieur des prisons demande une réforme de la législation du vagabondage et de la mendicité. L'objectif est d'intégrer la récidive comme circonstance aggravante. En 1878, la même instance propose de créer des maisons de travail pour ceux qui sont condamnés plus de 5 fois. En 1885, le Congrès pénitentiaire international de Rome prône la mise au travail de ceux qui sont assistés. En 1887, la Société générale des prisons divise les mendiants et les vagabonds en 3 catégories. A. Les vieillards informes, incurables, incapables de travail. Ils sont envoyés dans des hospices départementaux dont la création est obligatoire. B. Les valides en état de chômage involontaire. Ils sont recueillis dans des dépôts de mendicité dont la création est facultative pour les départements. C. Les valides qui ne veulent pas travailler. Ils sont passibles d'un emprisonnement de 3 à 6 mois, et peuvent ensuite être internés dans une maison de travail pour 2 ans au maximum. Le 14 février 1888, le Conseil supérieur de l'assistance publique vote la suppression des dépôts de mendicité sauf exception, et les remplace par des maisons de travail pour les vagabonds valides et des asiles départementaux d'incurables pour les invalides. L'histoire complexe des dépôts de mendicité se caractérise par des volontés contraires sans cesse affirmées. Elle s'étend de 1764 jusqu'à la fin du XIXe siècle. Louis XV par la déclaration de Compiègne du 23 août 1794, l'Assemblée nationale, par décret du 15 juin 1790, Bonaparte, par décret du 5 juillet 1808, et le ministère de l'Intérieur, par décret en 1808, ont tous ordonné successivement la création de tels dépôts. Ces volontés, sans cesse réaffirmées, trahissent la fragilité d'une institution hybride qui cherche sa légitimité entre soins médicaux, assistance sociale et répression. De fait, 59 dépôts sont créés, dont 37 seulement fonctionnent en 1815. Le développement des dépôts est abandonné sous la Restauration. 10 seulement existent encore en 1830. Le Second Empire suscite une impulsion nouvelle. 21 dépôts fonctionnent en 1853, 40 en 1870. Le mouvement s'accroît des effets de l'industrialisation et de ceux de la Grande Dépression de la fin du siècle. Les débuts de la République coïncident avec la fin de ce nouveau développement des dépôts. Au 31 décembre 1886, 31 dépôts existent sur le papier, 24 fonctionnent effectivement sur le territoire métropolitain, couvrant 40 départements. Dans 13 d'entre eux seulement, le travail est organisé. En 1889, il reste 30 dépôts de mendicité et 5389 pensionnaires, encadrés par 579 personnes. Quelques exceptions demeurent dont celle du fameux dépôt de mendicité de Nanterre, 92. Fondé par un décret du 25 février 1873, il accueille dès son ouverture 400 détenus condamnés pour vagabondage et 5000 mendiants libérés et individus surveillés. Ce n'est qu'en 1989 que cette institution devient un établissement public autonome spécifique, de la ville de Paris à caractère sanitaire et social, et non plus un service de la préfecture de Paris. Malgré ce changement de statut, la maison de Nanterre, devenue le CACH, centre d'accueil et de soins hospitaliers, ne rompt avec la logique carcérale qu'en 1992 avec l'adoption du NCP. Jusqu'alors les vagabonds et les mendiants d'Île-de-France continuaient à être incarcérés pour une nuit, dans des conditions d'hygiène et de violence héritées du XIXe siècle, comme le décrit Patrick de Clercq dans Les Naufragés.
Nous y reviendrons. En 1892, le Conseil supérieur des prisons préconise la remise des infirmes et des vieillards à l'assistance publique, l'hospitalisation des chômeurs et des individus dignes d'intérêt dans des maisons de travail, et la prison cellulaire avec séparation individuelle pour les paresseux incorrigibles. En 1894, une commission mixte de la Société générale des prisons et de la Société internationale pour l'étude des questions d'assistance, puis, en 1895, le Congrès pénitentiaire international de Paris propose à nouveau le durcissement du traitement social réservé aux vagabonds et aux mendiants, provoquer la création d'ateliers d'assistance en venant en aide aux œuvres privées, décourager les instincts de vagabondage par l'organisation méthodique d'abris, rendre rigoureux l'internement des mendiants par l'application de la cellule, et la suppression du vin et du tabac. Enfin, faisant suite aux recommandations d'une mission extra-parlementaire, le décret du 13 novembre 1897 du ministre de l'Intérieur, M. Barthou, recommande au préfet l'application du régime cellulaire pour les vagabonds. De leur côté, les parlementaires ne sont pas restés inactifs. Entre le 4 décembre 1893 et le 7 juillet 1908, 11 propositions de réforme ont été débattues au Parlement. Dans la même période, encore davantage d'initiatives privées ont été proposées par des individus ou par des groupements, comme par exemple le Congrès international d'agriculture qui indiquait comme solution en 1900 l'organisation d'un système rationnel de secours publics et privés pour combattre et prévenir la misère et l'institution de mesures répressives contre les professionnels. D'autres encore comme Hubert Dupuy, juge d'instruction au tribunal de la Seine, qui souhaitait rompre avec la répression en instaurant la fondation de maisons de refuge pour les invalides, de maisons de travail où les chômeurs se retireront volontairement, le développement de comités de défense des enfants traduits en justice, la création pour les mineurs, à côté de la maison de correction, d'établissements spéciaux, de préservation, colonies agricoles de préférence. Prenant à son tour position dans ce débat, Albert Berne regrette que la législation ne permette pas de différencier le vagabond professionnel et le vagabond par accident. Il distingue ainsi le profiteur volontaire et l'accidenté de la vie involontaire. Le premier est rompu au système au point d'utiliser la prison pour passer l'hiver au chaud, tandis que le second est injustement frappé alors qu'il n'est pas responsable de sa situation. Au détour de cette différenciation, il apparaît que toute situation de pauvreté extrême ne peut se pérenniser que si l'individu qui en est victime au début l'accepte et refuse de remédier à sa situation. La culpabilité ne consiste donc pas à être amené à vagabonder, mais à le rester, au point d'en devenir professionnel. Aujourd'hui, ce vagabond d'habitude a été remplacé par la figure du clochard qui nous amène à formuler régulièrement cette question récurrente. Dans quelle mesure les SDF installés durablement dans la rue ou les hébergements d'urgence choisissent-ils leur situation ? Cette velléité de distinction n'est plus actuellement source de condamnation mais au contraire, suscite la sympathie pour ce vagabondage choisi par un attendrissant poète libre-penseur. Hier comme aujourd'hui, le choix du vagabondage et de la mendicité comme mode de vie demeure soumis à caution même si cette existence subie offre malgré tout un certain espace de liberté. En guise de conclusion, Albert Berne dénonce l'inefficacité des dispositions du Code pénal de 1810 qui ne parviennent ni à éradiquer le vagabondage et la mendicité des rues, ni à garantir un taux de condamnation homogène de tribunal à tribunal. Pour expliquer cet échec, il dénonce l'inefficacité préventive des dépôts de mendicité et l'incapacité des prisons à amender. Il faut le dire avec douleur, dans notre système actuel, la prison n'est pour ainsi dire plus une peine. Elle offre aux criminels un asile, une existence, une sécurité, des sympathies et des suffrages que la société lui refuse. Loin d'être un objet d'effroi pour celui qui l'a une fois habité, elle devient une station, où il se repose des fatigues et des tribulations de sa vie aventureuse, où il retrempe son énergie et sa perversité dans les encouragements de ses compagnons d'infamie. Tout en étant inefficace pour le délinquant professionnel, la prison est aussi injuste pour le mendiant ou le vagabond par accident. Quant au dépôt de mendicité, Albert Berne dénonce à juste titre une institution qui ne sait pas choisir entre ses missions d'assistance et de répression. Ne sachant trancher, elle ne parvient à réaliser ni l'une ni l'autre. Afin de remédier à ce qu'il considère comme la faillite d'un système,
Il prône l'évolution du code pénal vers le durcissement répressif du traitement social du vagabondage et de la mendicité. 1. Réunir le vagabondage et la mendicité pour que cette dernière soit une circonstance aggravante de la première. 2. Assister grâce à un placement d'office les vagabonds mendiants invalides, malades, vieux et infirmes. 3. Recueillir les vagabonds accidentels dans des établissements d'assistance par le travail. 4. Emprisonner dans des cellules les vagabonds professionnels puis prolonger leur captivité dans des maisons de travail agricoles ou industrielles. La double utilité historique de ces délits. La question du vagabondage et de la mendicité a manifestement constitué un véritable débat de société en mobilisant les élites publiques et privées autour de ce qu'il fallait faire de ces délits et de ces délinquants. À son paroxysme, entre 1880 et 1910, ce débat s'est transformé en opposition tranchée entre les tenants de l'abrogation ou l'atténuation de la répression, et ceux qui prenaient l'emprisonnement cellulaire suivi d'une mise au travail forcé ou l'élargissement des critères pour qualifier le vagabondage plus aisément. Pourtant, les articles relatifs à ces délits n'ont connu aucune modification législative majeure, ni dans leur définition ni dans leur répression, à l'exception notable de quelques assouplissements. Abrogation de la mendicité des mineurs par le décret-loi du 30 octobre 1935, suppression de L'. Interdiction de séjour par la loi du 18 mars 1955, numéro 55 à 304, et de la relégation par la loi du 17 juillet 1970, numéro 70 à 643. Enfin, toutes les velléités gouvernementales de durcissement par la voie administrative se sont limitées à de simples recommandations au préfet. Alors, comment expliquer que dans ce contexte particulièrement porté à la réforme, aucune redéfinition de fond du vagabondage et de la mendicité pour les adultes n'a été possible? Que ce soit dans un contexte d'intenses discussions ou d'indifférence généralisée, les délits de vagabondage et de mendicité présentent la particularité d'avoir été particulièrement résistants à la réforme. Ce n'est qu'abrogés qu'ils ont rendu les armes en 1992. Cette formidable résistance à la réforme s'explique par la double fonction à la fois technique et symbolique de ces deux délits. En 1810, le Code pénal était particulièrement riche en définitions et relativement pauvre en articles relatifs aux peines. Le Code Napoléon ne réserve qu'un livre pour punir les crimes et les délits, alors qu'il en faut 3 à celui de 1992. Pierrette Poncella et Pierre Lacombe nous permettent d'objectiver statistiquement cette évolution. Tableau 5. Articles, définitions et incriminations dans l'Ancien et le Nouveau Code pénal. Ce tableau indique clairement l'évolution législative de notre actuel Code pénal vers le modèle du panomium, Code pénal exhaustif, qui peut être caractérisé par ces 4 éléments: augmentation des articles, baisse des définitions, augmentation des incriminations et augmentation des différentes peines. Cette volonté d'assurer une couverture exhaustive des infractions correspond à une double évolution historique. Celle d'une évolution sociologique qui, tout en complexifiant l'organisation sociale, multiplie les formes d'infractions possibles, et celle concomitante d'une perfection de la science juridique, nécessitée par l'évolution de la société de référence mais aussi par le progrès inhérent à toute approche scientifique. Dans cette perspective, le Code pénal est perçu comme un texte qui doit nécessairement évoluer vers la définition de toutes les infractions existantes, évolution indiquée par le nombre d'articles, associée à la baisse des définitions et à la hausse des incriminations, mais aussi vers l'élaboration de réponses adaptées à cette diversité, indiquée par la diversité des peines. Ainsi, le Code de 1810 apparaît en 1992 comme un texte limité dans ses possibilités de répondre avec nuance à la diversité des comportements sociaux qu'il doit réprimer, avec seulement 484 articles, malgré les évolutions qu'il a connues, notamment dans l'augmentation des peines et des incriminations. Dans cette perspective, les délits de vagabondage et de mendicité présentent l'intérêt technique de compenser les faiblesses d'un texte encore incomplet. Leur définition particulièrement large, qui sanctionne avant tout une inscription sociale et non des faits circonstanciés, permettent aux juges de disposer d'un outil juridique adaptable aux formes nouvelles de comportements jugés dangereux pour la cohésion sociale, sans pour autant disposer de textes adéquats pour les réprimer.
Cette fonction technique a été clairement affirmée dans le débat législatif qui concernait toutes les tentatives de modification du délit de vagabondage et de mendicité, en refusant de les caractériser davantage, comme par exemple en ajoutant la prostitution ou le jeu de hasard sur la voie publique. Le législateur manifestait sa volonté de conserver des textes dont la force résidait dans sa répression potentielle à large spectre. À défaut de les condamner pour un fait difficilement caractérisable dans la circonstance, le défaut de domicile permettait l'emprisonnement. S'il n'est voleur, il est au moins vagabond. Les causes principales d'aggravation des deux délits, le port d'armes et la détention d'une somme d'argent importante, montrent très clairement que le délit de vagabondage est avant tout un moyen de punir les voleurs et de contrôler d'une manière générale les classes dangereuses du XIXe siècle. Les créations du délit de recel, de détention d'armes, puis de stupéfiants, ont permis grâce à un arsenal juridique ciblé de mieux contrôler les populations marginales et de ce fait d'abandonner progressivement le recours à défaut, au délit de vagabondage. La vivacité du débat législatif entre 1890 et 1940 témoigne du recours massif à cette fonction technique. Le propos des réformateurs consiste alors à questionner le libellé d'un texte qui n'est pas conforme à son utilisation effective. Malgré leur légitimité, ces démarches légalistes n'ont jamais connu le succès pour deux principales raisons. La première est déjà connue et concerne la volonté des députés de conserver ces deux délits, tout terrain. La seconde est davantage liée aux rapides évolutions sociologiques, qui modifiaient régulièrement la nature des substitutions nécessaires. Dans ce contexte, le débat était sans cesse nourri jusqu'au moment où l'adaptation du Code pénal, via de nouveaux articles ou la jurisprudence, a désactivé cette fonction et les discussions qui vont avec. Le désintérêt législatif à partir de 1938 est ainsi susceptible d'indiquer la fin de l'utilisation de cette fonction et une certaine maturité du Code pénal. Il serait cependant réducteur de considérer ces deux délits dans une unique dimension technique. Le texte et le débat législatif indiquent une seconde fonction plus essentielle car symbolique. Elle vise à distinguer le bon du mauvais pauvre, puis à punir ce dernier. Cette figure délictueuse séculaire est avant tout un miséreux oisif pour qui la répression et la mise au travail sont légitimes, et plus encore s'il use de violence ou de subterfuge. Pour l'autre, l'invalide qui est un nécessiteux par la force des choses, le dépôt de mendicité est le seul refuge qui lui permette de s'inscrire socialement et de subsister honorablement. Enfin, à défaut de charité publique organisée, il lui est autorisé de mendier pour vivre. Le débat législatif illustre particulièrement bien les enjeux de la répression qui s'abat sur les mauvais pauvres. L'oisiveté est bien la mère de tous les vices que seul un emprisonnement punitif et une mise au travail rédemptrice sont en mesure de combattre. Le délit ne peut commencer que dans le cas où la mendicité ne se fonde pas sur une nécessité flagrante, où elle prend la source dans la fainéantise et l'oisiveté, où elle devient prétexte de course vagabonde et sert de moyen et de voile à la perpétration d'autres délits. En ce sens, le Code pénal, même s'il correspond à une vision modérée par rapport aux thèses développées ci-dessus, se situe dans la même logique criminologique héritée de l'Ancien Régime. Finalement, l'être sans aveu ne correspond pas au simple individu vagabond ou mendiant, mais à un autre type de comportement beaucoup plus difficile à nommer et impossible à caractériser une fois pour toutes. Les articles 296 à 282 du Code pénal répriment fondamentalement celui qui ne respecte pas délibérément le contrat social minimal qui permet de faire société. Ce contrat consistait, selon la définition des délits de vagabondage et de mendicité qui l'illustre tout en le révélant, à s'inscrire en tant qu'individu dans une communauté de référence garante du contrôle social et à exercer une activité rémunératrice qui est à la fois honorable, socialement utile et source d'indépendance économique. Seule l'impossibilité physique due à l'invalidité peut soustraire un individu à l'exigence de gagner sa vie, qui doit alors s'en remettre à l'assistance publique ou à l'assistance privée si elle fait défaut. Dans tous les cas, l'inscription dans une communauté fixe est requise. Ces exigences sont symboliques puisqu'elles fondent la théorie du contrat social qui garantit sa pérennité. Selon cette hypothèse, le Code pénal de 1810 a permis, pendant 182 ans, de substituer au délit de rupture du contrat social minimal, impossible à définir explicitement, la figure du vagabond mendiant qui incarnait cette infraction.
Sous un délit historique familier qui n'était finalement qu'un prête-nom, le législateur s'est doté d'un outil juridique efficace, chargé de punir celui qui se rendait coupable de l'immoralité sociale élémentaire de ne plus jouer le jeu social minimum qui, selon Rousseau, engage chacun dans une coresponsabilité dont le respect des règles conditionne la réussite ou l'échec de l'entreprise collective. Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera Q'. Il se réduit au terme suivant. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. Si l'on accepte ces deux fonctions, le vagabondage et la mendicité constituaient dans le Code pénal de 1810 des délits de substitution par excellence, à la fois techniques et symboliques. Ces deux délits constituaient ainsi un ensemble juridique particulièrement cohérent, capable d'assurer simultanément ces deux types de régulation sociale. Pourtant, le nombre de décisions rendues par les tribunaux les concernant n'a cessé de diminuer depuis le début du XXe siècle. 32 000 condamnations en 1900, 20 000 en 1900, 15 000 en 1935, 2 500 en 1970 et moins 2 000 à partir de 1975. D'après l'annuaire statistique de la justice, la tendance s'est poursuivie jusqu'à la veille de leur abrogation. Tableau 6. Décisions rendues pour vagabondage et mendicité de 1976 à 1993. La dépénalisation du vagabondage et de la mendicité dans le nouveau Code pénal de 1992. Entre rupture et continuité. Notre Code pénal apparaît donc archaïque par les survivances qu'il comporte. Ainsi le vagabondage et la mendicité constituent-ils encore dans notre Code pénal des infractions punies de peines sévères d'emprisonnement. Robert Badinter, Projet de nouveau Code pénal Dalloz, Paris, 1988, page 9. La fonction expressive du Code pénal ou l'ambition de formuler une morale publique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.